question I'm not sure you can answer. Let's try. Is even though the UN didn't officially say anything about their responsibility, do you know if something has been done in policies to prevent the same event in another country, another big peacekeeping situation? L'histoire de l'évacuation des déchets, par exemple, a donné lieu à un certain nombre de mesures, bon, sur le cas en question évidemment, mais en différents endroits, avec un progrès qui n'était pas complet. Il y a eu des audits qui ont montré encore des défaillances, mais c'était plus le même niveau de défaillance. Ça, c'est un premier progrès. Après, on aurait pu aussi proposer que les soldats prennent un traitement ou prophylaxie pour éviter ça. En fait, c'est fait très largement quand les militaires français se déplacent. Ils sont couverts par ce type de prophylaxie un peu générale, parce que ça protège à la fois contre le paludisme, mais aussi contre le choléra, et ça a été montré à l'occasion d'Haïti. Et là, encore la semaine dernière, on voyait, que ça n'a pas été fait, et deux, que les raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait étaient franchement, scientifiquement pas défendables. C'était en gros, oui, mais si on donne des antibiotiques aux soldats qui se déplacent, venant d'un endroit où il y a du choléra pour aller à un autre endroit, ou vice-versa d'ailleurs, parce qu'ils peuvent l'attraper, si on leur donne ce traitement, peut-être qu'ils vont véhiculer des résistances. Et voilà. Scientifiquement, ça ne tient pas. Il y a des travaux qui ont vraiment un article très récent qui est sorti, mais à chaque fois, en fait, dès qu'il faut changer quelque chose, on nous met en face une espèce de pseudo-science qui essaie de limiter l'impact. Je pense effectivement, moins les enfants, mieux ils se portent. Il me semble que tout à l'heure vous avez précisé que vous aviez eu un entretien avec l'assistant de Ban Ki-moon sur cette question de ce qui s'était passé. J'aurais juste voulu savoir peut-être sa réaction et qu'est-ce que lui vous a dit officieusement. Ça s'est passé au tout début de l'épidémie. Donc quand je faisais mon investigation, au bout d'un moment, bon, c'était clair, ça se passait au niveau de ce camp militaire. Et je rendais compte au ministre de la Santé, mais aussi à l'ambassadeur de France. Donc on s'est retrouvés avec ce type de réunion non officielle. La première fois que je l'ai rencontré, l'ambassadeur de France, Edmond Millet, qui était le patron des Nations Unies en Haïti, et moi. Edmond Millet en plus parle très bien français, donc ça a été une discussion relativement simple d'un point de vue très convivial, enfin, très poli, etc. Et je lui ai expliqué ce que j'avais trouvé, et il m'a écouté. En fait, ce qu'il, avec un S, semblait dire, c'est quand même on est en situation d'élection, et il y a des émeutes, il faut éviter de provoquer plus des choses, et c'est quelque chose que j'ai su entendre quand même, parce qu'on était à quelques 15 jours des élections, et donc c'était ça son problème, mais il ne remettait pas en cause ce que je disais. Quand même, 2 jours après, surtout, il a été décidé que je reste un peu plus longtemps, c'est le président d'Haïti qui a proposé que je reste un peu plus longtemps, et 2 jours après, j'ai été reconvoqué. Là, il n'y avait plus l'ambassadeur de France, et je me suis retrouvé face à une espèce de jury en face, qui était tout l'état-major de la MINUSTAH, et des questions, ils ont essayé de savoir en gros ce que j'avais dans le ventre et en quoi je représentais, je l'ai vécu comme ça, un danger pour eux. Ça s'est passé en anglais, c'était plus compliqué, et j'ai compris qu'ils ne chercheraient pas à savoir ce qui s'est passé, parce qu'à ce moment-là, ça m'a donné aussi l'occasion de dire comment techniquement on pourrait vérifier si les soldats ont été malades, etc. etc. Ça n'a bien sûr jamais été fait. En fait, ils savaient, mais ça n'a jamais été fait. Mais c'était... là, je pense que quelque part, Edmond Millet s'est forgé la conviction qu'on continue sur le cover-up, on continue sur le mensonge.
et on va faire en sorte que Piarou ne bouge pas trop et soit discrédité. Et quand mon rapport est sorti, après le premier tour des élections, donc, quand mon rapport est sorti, ils ont tenté quand même de me mettre sur le dos toutes les émeutes qu'il y avait pu y avoir, et en particulier il y avait des... Alors ça s'est fait de manière non officielle, hein, il n'y a pas eu quelqu'un de l'ONU qui a dit c'est à cause de Piarou que, parce que... Mais il y avait eu des émeutes au mois de novembre, pour cette histoire. Je n'avais pas écrit la première ligne de mon rapport, et puis il y a eu des manifestations après le résultat des élections, et il y a surtout le lynchage de plusieurs dizaines de prêtres vaudous accusés d'avoir apporté le choléra, parce que justement la cause était mystérieuse. Et à plusieurs reprises, j'ai des collègues qui m'ont dit « on te met ça sur le dos ». C'est-à-dire que dans le milieu scientifique, Piarou est inconscient, il a été responsable en fait d'émeutes qui ont fait des dizaines de morts. En mélangeant les deux histoires, des prêtres vaudous, et c'était terrible ce qui leur est arrivé, hein, ils ont été lynchés, mais lynchés parce qu'on considérait, enfin, les gens considéraient qu'ils avaient été responsables d'apporter le choléra, et non pas parce que c'était pas des soldats népalais qui ont été lynchés. Mais le truc avait été mélangé pour me faire une réputation assez terrible. Je pense que, je ne sais pas si en quoi c'était construit comme truc, mais c'est quelque chose qui est arrivé. Aujourd'hui, on a des retours sur ce que les Haïtiens eux-mêmes savent et sur leur... je ne sais pas si c'est leur ressenti, mais voilà, plutôt sur s'ils sont au courant de ce qui s'est passé. Oui, globalement, en tout cas, pour les personnes avec qui on travaille, il n'y a aucun doute, il n'y a plus aucun problème. C'est bien, ils savent bien que ça vient des casques bleus du palais. Pour la plupart, ils le savaient depuis le début, mais ils n'avaient pas le droit de parler, pour ceux qui étaient au courant. Donc cet élément-là n'est pas remis en cause. Ce dont je parle était quand même sur des zones relativement reculées. Donc là, c'est plus compliqué. Moi, je ne sais pas ce que les gens pensent ou pas dans ces endroits-là. Il y a quand même une pensée magique. On a bien l'horoscope, donc les pensées magiques existent un peu partout. Mais là-bas, comprendre le choléra était quelque chose de compliqué. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était l'ONU directement, c'était les experts qui disaient c'est un mystère et on n'en trouvera pas la cause. Et donc ce mystère du choléra a diffusé en même temps que le choléra et a entraîné ces actes terribles qui se sont passés. Les gens dans la zone de l'Artibonite et du centre et dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, où les informations s'échangent beaucoup, où ils sont en contact régulier avec les soldats de la MINUSTAH, savaient pertinemment et savent très largement comment l'histoire a débuté. Par contre, c'est sûr que quand on s'enfonce dans les campagnes, dans les mornes, comme ils disent en Haïti, c'est-à-dire les montagnes, où parfois il faut marcher des heures et des heures avant d'arriver dans des localités avec quand même des centaines, voire des milliers de familles qui vivent là. Les gens, soit ils ne savent pas, soit ils ont su, puis en réalité ils s'en fichent complètement. Le choléra leur tombe dessus de temps à autre, ça dure quelques jours, quelques semaines. Je parle de ce qui se passe maintenant, pas des pics majeurs qu'ils ont connus en 2010-2011 et qui souvent ont emporté un membre d'une famille sur deux ou voire plus. Et maintenant ils s'en fichent, le choléra arrive, ça tue pas, ça repart, la vie est déjà dure, elle sera encore plus dure après, mais c'est bien malheureux, mais c'est tout ça dans un contexte plus général de difficultés chroniques pour les gens, quoi. Début des années 80, on est venu leur tuer tous leurs petits cochons créoles sous prétexte qu'ils étaient porteurs de fièvre afteuse qui risquaient d'aller contaminer les élevages porcins aux États-Unis.
Ils ont perdu leur cagnotte, leur tirelire avec ça, parce qu'à chaque fois qu'ils avaient un coup dur, qu'il fallait aller chez le Toubib ou acheter des fournitures scolaires pour la rentrée, on vendait un cochon qui vivait tout seul à côté de la maison en se nourrissant des détritus et des végétaux disponibles. Bon, voilà, le choléra finalement, c'est un peu mon sentiment, c'est que ça a été un malheur supplémentaire. Et maintenant qu'on se trouve vraiment à distance des pics d'incidence les plus meurtriers, les plus spectaculaires, voilà, c'est presque un non-débat, en tout cas du point de vue des gens qui vraiment vivent au fin fond du pays, quoi. Par contre, chez les gens entre guillemets plus éduqués ou plus connectés, avec des préoccupations politiques, c'est toujours effectivement un sujet qui importe, parce que la MINUSTA est vécue par beaucoup de ces Haïtiens comme une authentique force d'occupation. Il suffit de lire les tags sur les murs, MINUSTA, choléra, etc., etc. Il y a plein de slogans qui ont proliféré suite à cette histoire. Vous en avez peut-être déjà parlé au début de la conférence. Mais voilà, là, chez ces gens-là, effectivement, par contre, c'est un vrai sujet. Et je voudrais juste rappeler à ce propos que, certes, il y a pour expliquer le fait que les Nations Unies ne soient pas foutues de financer un plan d'élimination digne de ce nom, alors bien sûr qu'il y a l'aspect finalement, ils ont effectivement, quand on lit clairement les citations de Ban Ki-moon, ils n'ont pas reconnu leur responsabilité, même si c'est très amusant. La presse, finalement, a interprété ça et a transformé un langage fort ambigu de Ban Ki-moon en affirmation, ça y est, les Nations Unies ont reconnu leur responsabilité. Effectivement, ce n'est pas du tout le cas. Mais n'empêche que les Nations Unies sont capables de dépenser 400 millions de dollars par an pour la MINUSTA en Haïti. Tout ça dans un budget qui est vachement difficile à calculer. On a essayé de le faire il y a quelques mois, parce que tout ça est, en tout cas pour des profanes comme moi, fort opaque sur les sites officiels des Nations Unies. Donc un budget global qui avoisinerait les 3 000 milliards de dollars par an. En tout cas, la MINUSTA en Haïti, c'est de l'ordre de 400 millions de dollars chaque année. Et il a été impossible d'obtenir quelques dizaines de millions de dollars directement des Nations Unies. Parce que je ne sais pas si vous l'avez dit, mais pour l'instant, la stratégie d'élimination, globalement, ce n'est pas les Nations Unies qui la payent. C'est la coopération britannique, la coopération japonaise, la coopération canadienne, l'Office européen pour les affaires humanitaires, ECHO. C'est finalement les Nations Unies, l'argent direct des Nations Unies, c'est des rustines, quoi. C'est à chaque fois quelques millions obtenus dans un contexte d'urgence, en réponse à une demande vraiment spécifique d'UNICEF ou de la PAO. Et c'est vraiment peanuts, quoi. C'est peanuts. Et juste pour rebondir sur ce que tout à l'heure vous disiez à propos du Trust Fund, sur le fait que sur les 400 millions de dollars qui sont demandés et qui ont été demandés par Ban Ki-moon et par la résolution des Nations Unies adoptée début décembre 2016, sur ces 400 millions de dollars, il n'y en a que 2,6 millions qui, au jour d'aujourd'hui, ont été déposés, dont 600 000 € par la France, c'est quand même à souligner. Une des raisons pour lesquelles c'est si maigre et si ridicule, c'est aussi parce que, et ça c'est une information qui m'a été dite par une personne officielle de l'ambassade de France en Haïti, ils n'ont pas confiance dans le mécanisme. Le Trust Fund, les États, je crois qu'ils ont bien compris que c'était un truc qui était géré au niveau central à New York par des bureaucrates. Alors d'accord, il y a un programme, il y a le plan avec le track 1, le track 2, mais en réalité l'argent qui est déposé, son affectation, elle n'est pas décidée en Haïti. Ça ne se passe pas comme ça.
Elle est décidée par des types qui sont à New York, qui visiblement ont très peu de contact avec le terrain. Par exemple, si on regarde d'ores et déjà ce qui a été fait avec ces 2,6 millions de dollars, eh bien, il y a un petit plan d'UNICEF qui vise à renforcer un aspect de la stratégie de réponse rapide. Et puis, il y a un plan de l'OMS, enfin de l'OPS, l'Organisation panaméricaine de la santé, qui vise à renforcer la prise en charge médicale des cas de choléra pour 1,5 million de dollars. Et en fait, tout est disponible sur la plateforme du Trust Fund. Vous pouvez télécharger le projet et fouiller dans l'affectation des crédits, le budget et tout. En réalité, sur le 1,5 million de dollars qui est demandé par la PAO, vous allez avoir même pas 500 millions de dollars qui seront peut-être effectivement affectés à l'amélioration de la prise en charge des cas. Tout le reste, c'est les frais de fonctionnement, des transports, et ça, visiblement, les États, en tout cas pour certains d'entre eux, ils l'ont un peu compris. Et donc, j'ai l'impression qu'une des raisons pour lesquelles ils mettent aussi peu d'argent, outre le fait qu'ils ne s'en sentent pas obligés, c'est qu'ils se disent que c'est peut-être pas le meilleur canal. Voilà. Enfin, je ne sais pas si Philippe Alston a un peu le même sentiment et les mêmes éléments sur ce point-là. Je serais curieux d'avoir sa réaction. Yes, I agree with what you have said. I think the most depressing element of all of this is the different manifestations of human self-interest, which come up at every level. So even within the development community, within the health community, there are often people pushing for solutions which essentially will help them more than the people of Haiti. And that also applies then at the UN level, as you said, the people in New York who want to set up these trust funds and have control. There was I think a fairly strong sense that when it looked as though significant amounts of money might actually go to the victims, despite the difficulties that Professor Piero has certainly pointed to, a lot of bureaucrats and others thought that would be a terrible waste of good money, which they would be able to spend better than the victims. And so you have this constant set of actors all pushing their own interests, and that is deeply depressing. But of course that's where leadership really should come in, from the UN or from the OMS or whoever, to really make sure that there is a solution that is genuinely in the best interests of the people of Haiti. Pendant la vague épidémique, les gens sont morts à domicile et il n'y a pas d'état civil, personne n'a su qu'ils sont morts, sauf peut-être leur entourage immédiat. Et je dis simplement, c'est quelque chose qui est en pratique. Savoir qui est mort et de quoi à ce moment-là, c'est juste quelque chose qu'on n'arrivera pas à faire dans un certain nombre de cas. Et quand je dis un certain nombre de cas, peut-être 80% des décès vont rester des décès difficiles à prouver. Et derrière, ce sera d'autant plus difficile que des personnes vont évidemment revendiquer des décès pour avoir des dommages. Et vraiment, si ça s'était passé en France, c'est des choses qu'on fait d'emblée. On essaye d'attester, il y a un certificat de décès, on essaye de reconnaître les victimes, etc. Donc on ne peut pas forcément, c'est pas une histoire de standard, là, c'est pas, mais a posteriori, 6 ans après, cette vague épidémique, moi je le dis, et ça, il y a des travaux qui ont été faits par MSF,
a fait beaucoup plus de dégâts qu'on ne le croyait, et ce sont des dégâts qui sont restés cachés, des décès qui sont restés à domicile, et c'est pas une volonté de dire bon, ben, il n'y a pas besoin pour Haïti de dédommager les victimes. Si des victimes ont été identifiées clairement, etc., je suis totalement favorable. Mais je sais qu'à côté de ça, il va y avoir, à côté de quelques milliers de victimes réellement correctement identifiées, parce que MSF, dans un centre de traitement de choléra, aura donné un certificat avec le nom, le prénom, l'adresse, on aura à peu près les éléments. Il va y avoir des dizaines de milliers d'autres cas parmi lesquels il y aura eu des victimes et d'autres des victimes inventées, et on ne fera pas la différence. C'est à la limite, là, pour ce qui me concerne, comme ce n'est pas mon métier, je laisse les gens décider. Mais je ne suis pas dupe. Je ne voudrais pas être dupe. Quand on commence à raconter ça, et qu'on dans ce tract 2, on ne se pose pas la question de la faisabilité, c'est simplement quelque chose qui est dit pour faire... voilà, parce que le vent souffle dans un sens, le temps de le faire. Mais je ne crois absolument pas qu'en 2019, on aura la liste des personnes qui sont mortes du choléra. Parce que, avec toute notre bonne volonté, etc., on ne peut pas le savoir. On aura un certain nombre de personnes, ces personnes-là, on peut les dédommager, très bien. Mais c'est un avis technique que je donne. Je ne crois pas qu'on puisse savoir dans tel ou tel village de Borne ou enfin, dans le nord, là où on a vu Plaisance, etc., qui a été vraiment victime du choléra. C'est tellement compliqué à savoir. Donc c'est ça que je veux dire, et c'est pas une histoire de standard, c'est une histoire de faisabilité avec la meilleure bonne volonté. On ne saura pas qui est mort il y a 6 ans lors de l'épidémie de choléra. C'est ça mon problème. Et surtout, si on pousse trop là-dedans, il y a d'autres choses qu'on pourrait faire qu'on ne fera pas. Au moins, si on ne connaît pas les victimes, qu'on aide les communautés. Je voulais savoir quel est le rôle de la société civile, notamment comme vous l'avez précisé, qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont sensibilisés et qui sachent très bien l'origine de ce problème. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des militants ou bien une mobilisation sur le terrain, sur le plan interne, pour exercer des pressions sur le gouvernement tahitien, en sachant très bien que tant qu'il y a des pressions politiques extérieures, les choses ne vont pas très bien avancer, mais c'est pour savoir sur le terrain comment ça se passe. Face à tous ces problèmes, pas uniquement la choléra, mais aussi le viol, tout ce qui a été dénoncé. Misestan, c'est plus la priorité pour la plupart des gens dans les quartiers, dans les villages. On n'a pas cette capacité de mobilisation qu'on peut voir par exemple en France quand il y a de temps en temps il y a un sursaut après les attentats, par exemple en particulier en janvier 2015, c'est ça, ces grandes manifestations. En Haïti, c'est pas la même chose, et c'est aussi un questionnement. Pourquoi les gens se révoltent pas contre cette situation, et j'ai pas de réponse. Il y a plein de choses qui sont juste insupportables, et à force de leur en mettre sur la tête, j'ai l'impression qu'ils ne réagissent plus autant. Donc il n'y a pas une grande vague militante dans la société civile pour refuser ce genre de choses. Donc je pense que j'ai pas beaucoup d'espoir de ce côté-là, si ce n'est quelques individualités qui font un excellent travail. Moi, c'est ma perception. Vous avez un petit surnom sur le terrain, parmi ceux qui travaillent sur le choléra, c'était l'homme qui a dit non, en référence au général de Gaulle, parce qu'effectivement, vous avez pris très très cher. C'est une blague, hein, mais je pense que vous êtes au courant de tout ça, c'était entre les ONG françaises, notamment au sud. Ça m'a fait du bien aux travailleurs de voir que des gens tenaient bon par rapport à toutes les bêtises, pour rester poli, qui ont pu être avancées, la théorie environnementale à laquelle personne n'a cru, etc., etc.
Mais voilà, donc le courage me paraît important, il faut mettre en avant. Je tiens aussi à dire que votre présence, comme celle du Dr Ribaudet, a été une bonne nouvelle pour nous qui sommes sur le terrain, en nous disant tiens, on a moins des gens qui savent de quoi ils parlent et qui pourront effectivement peut-être mettre en place une réponse efficace. Je trouve admirable également que le professeur Ashton ait passé du temps, de l'énergie, etc. à faire ce travail. Le fait que l'ONU soit reconnue responsable, moi j'y croyais pas, je trouve ça assez dingue. J'ai perdu à Paris, d'ailleurs là-dessus, c'est important. Une bonne pédorama haïtien, qui est d'ailleurs par ailleurs excellent. Mais voilà, c'est vraiment admirable, très sincèrement. Et maintenant, ce qui me dérange, pour apporter un petit peu aussi de contradiction, c'est qu'on parle beaucoup des racines du mal, donc du rôle des casques bleus, la MINUSTAH, son mandat, le bien fondé de cette mission, etc. On ne parle pas de la gestion d'épidémie, notamment des erreurs qui ont été faites dans la gestion d'épidémie. Je pense notamment aux erreurs faites par les bailleurs de fonds, parmi lesquels ECHO, désolé aussi l'UNICEF, les autres, également par les opérateurs, les ONG qui touchent les fonds fournis par ces financiers-là, également l'État. Vous parliez justement de la distinction entre décès institutionnels dans les centres de santé et décès communautaires dans les villages. Quid de la position de l'État, des consignes du ministère de la Santé, de STP, visant à faire en sorte que les cas, dès que possible, puissent être envoyés chez eux pendant le week-end pour décéder non pas dans l'hôpital, mais plutôt chez eux. La différence, elle est simple, c'est que l'immortalité visée, l'immortalité dans les centres de santé, doit être en général prise 2%. Tout ce qui va décéder en dehors n'est pas pris en compte. Donc au-delà des problèmes liés à la future reconnaissance ou à l'indemnisation, il y a aussi cette question du chiffre. Maintenant, ces informations-là ont été remontées aux bailleurs de fonds, à ECHO, etc. Quid du plaidoyer effectué par ECHO pour faire en sorte de convaincre l'État de mettre en place des bons systèmes épidémiaux. Quid de ces gens sur le terrain qui faisaient remonter les vrais chiffres et qui ont pris de la pression de la part du MSPP mais aussi de l'ONU pour faire en sorte de garder les chiffres le plus bas possible. Il y a différentes choses aussi en termes de plaidoyer, de pédagogie, de stratégie que les opérateurs et les bailleurs devraient avoir comme point d'amélioration. Quand on parlait de ce plan de contingence d'éradication, comment dire, ce qui me dérange, c'est que ce que je peux savoir actuellement est que les erreurs commises en 2011, 2012, 2013 le sont encore. On forme des groupes d'urgence, ces pompiers qu'on va envoyer sur le terrain. Il y a un tel turnover au niveau des ministères que les gens, les référents qu'on a, les points focaux médicaux ou H, vont tourner, changer au fur et à mesure. On peut faire du renforcement des capacités, on va en former une cellule, 6 mois après, les membres de la cellule sont à Port-au-Prince à faire autre chose. Il faut qu'on recommence à zéro tout le travail qu'on a pu faire. Donc ça paraît très bien maintenant que le fait que l'origine de l'épidémie soit reconnue est connue. Maintenant, je suis assez inquiet face à notre, parce que je me mets dedans aussi en tant que pro, notre incapacité à vraiment tirer des leçons efficaces de tout ça, de la gestion de l'épidémie. Je ne parle même pas de l'OMS, etc., qui, effectivement, peut avoir un rôle tropical. Mais ne pensez-vous pas qu'on devrait plutôt, maintenant qu'on sait que l'épidémie est là, insister sur la leçon tirée de toute cette gestion de pas bonne qualité de l'épidémie? D'abord, je suis d'accord sur tous les défauts de la lutte qui sont mis en évidence. Après, c'est pas si simple, hein. On le sait. D'abord, le ministère met de temps en temps les bâtons dans les roues. Là, depuis, on va rentrer dans les détails, mais enfin, depuis le début de l'année, ils ont décidé de ne plus communiquer les résultats de la surveillance épidémiologique. Alors, on essaye de savoir d'une manière ou d'une autre comment les choses se font. Ça ne paraît pas croyable. On essaye d'aller vers l'élimination du choléra, et plus on avance vers l'élimination, plus la situation s'améliore, et plus des barrages se mettent pour protéger le choléra. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la volonté? Je ne sais pas. Tu parlais de la formation des équipes. Moi, je suis allé au mois de février pour justement lancer un plan de formation. Pour une fois, on avait une année de visibilité pour les équipes mobiles. Eh bien, si j'ai bien compris, Stan confirmera parce qu'il est passé après moi, le truc s'est interrompu à partir en tout cas pour les équipes mobiles du gouvernement,
parce qu'ils ne se sentaient pas assez concernés, etc. Pourtant, on avait tout fait comme il fallait pour les concernés. Mais à ce moment-là, il y a eu des susceptibilités, des choses comme ça, et on essaye de nous mettre un peu à l'écart de ce qui se passe, parce qu'on gêne peut-être un certain business, ou parce qu'on dérange, parce qu'on leur demande trop d'efforts. C'est pas simple. Là, on a affaire à une histoire où l'exemple a été, le très mauvais exemple a été montré d'en haut, et à chaque échelon, c'est la même histoire. Et voilà, c'est très compliqué, mais ça n'enlève rien à la responsabilité des Nations Unies. Mais juste, ce qui est dingue, c'est qu'on parle 2011, 2012, 2013, là l'exemple c'est récemment en février, ça fait depuis, ça fonctionne sur est-ce que ça va pouvoir s'arrêter. On doit être quelque part nous opérateurs redevables. On n'est pas là, le rôle qu'on a, nous, la réponse c'est important. Quand est-ce qu'on va, là, la discussion, l'État a des brigadiers, c'est qu'on les appelle, ils sont plus financés, c'était la même chose avec les brigades de l'OMS-OPS en 2011-2012. La même chose. Donc 2011-2012, 2015, 2017, c'est un petit peu démoralisant, voire un petit peu inquiétant. Et au-delà de ceux qui ont essayé de mettre en place au niveau opérationnel de la réponse, sans vouloir trop tirer sur l'ambulance, mais l'OMS, quelque part. Je prends le choléra, je prends aussi éventuellement Ebola, mais quand serons-nous, et je dis nous en incluant dedans, capables de tirer sincèrement, efficacement, des bonnes leçons de nos erreurs passées? C'est là, le fait de savoir ça, qu'en 2017, les chiffres sont cachés, mais je trouve ça encore plus démoralisant que... Mais bon, on peut y croire après. Well, without getting involved in this particular debate, I think for me the final word is that individuals can make a difference. That applies to all of us. We will all find ourselves in situations where we can stand up and press for a principled response, or where we can just let things go. I'm not suggesting that any of us need to take great risks, but I think it will be possible to ideally change the United Nations position on these issues in the years ahead. I think individuals play a very important role. I think the former Secretary General essentially abdicated his personal responsibility to stand up for what was right. I think the current and the former legal advisor of the UN have both behaved in a way that is unethical and unacceptable. And I believe that there will be a legal advisor, and there will be, I don't know yet about this Secretary General, a person in that position who will change the policy. And in the meantime, those of us who can need to continue to generate pressure. And that applies equally at the national level. The position of France is a very unhappy one on this issue. The official position in New York, I'm told, is that PRU never existed. There is no demonstration of a link between, this is the official position, which I'm told is being expressed these days in the discussions behind the scenes. There must be some of you who are in a position to expose that fact and to bring pressure on the French government. C'était une très très belle conclusion. Je rajouterai que finalement se battre contre le choléra, c'est pas qu'une histoire de santé publique et de technique. On se retrouve face à un contexte politique et à un problème de volonté au niveau même du gouvernement haïtien, volonté au niveau des pays, volonté au niveau de la France. Donc nous, on est à la fois je dis nous parce que je parle au nom de Stan, je parle au nom de Jean aussi qui est là et d'autres.
on est à la fois des techniciens, des praticiens qui peuvent apporter des informations, mais au travers de ça, on comprend bien qu'il y a une réponse citoyenne à avoir en Haïti, en France, partout dans le monde, pour ne pas laisser ce genre de choses continuer. Je pense que s'il n'y a pas de vigilance et s'il n'y a pas de réponse, un certain nombre de personnes peuvent se contenter finalement d'avancer leur carrière sans trop se préoccuper de ce qu'ils ont laissé derrière eux en termes de dégâts. Et bon, je ne veux pas appuyer sur qui que ce soit. Enfin, il y a quand même, moi, je suis choqué de voir que telle personne qui a organisé très clairement le cover-up se retrouve ensuite chef de cabinet du secrétaire général de l'ONU et qui est, je ne comprends pas ça. Et je pense qu'en tout cas, une des choses contre lesquelles on doit se battre, c'est des fois des actes un peu mesquins dus à des intérêts personnels.